is the new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Une météo très particulière ce soir. Pour ceux qui étaient en France dans les années 90, ce gimmick vous rappelle sûrement les nuls, et plus particulièrement les capsules météo présentées par Dominique Farrugia dans Nulle part ailleurs. Et ici, j'emploie vraiment le terme à dessein. La météo au Québec est vraiment comme nulle part ailleurs. Alors oui, il y a bien 4 saisons, mais la répartition des 12 mois de l'année n'est pas franchement équitable entre chaque saison. Oui, l'hiver est froid, et les températures franchement négatives. Mais pourquoi alors est-ce que j'ai aussi souvent la sensation d'avoir ici moins froid que je ne l'avais à Paris? Pourquoi, alors que l'hiver s'apparente à celui des pays nordiques, l'été d'ici ressemble tant à celui de la Côte d'Azur? Pourquoi, pourquoi l'automne est-il si beau ici? Quelle que soit la saison, la météo, c'est un véritable enjeu. Mais derrière tout ça, la question la plus importante, il me semble, c'est de savoir comment le facteur météo, si important ici donc, influence la culture et la société québécoise. Alors pour répondre à toutes ces questions, il fallait un météorologue de renom, évidemment. Mais pas seulement. Quelqu'un capable de faire le pont entre une science physique, la météorologie, et une science humaine. Cette perle rare, c'est Gilles Briand. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-Michel. Ça va bien? Oui, excellent. Alors, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, et j'imagine qu'en France, ils sont quelques-uns malgré tout, Gilles, tu es un météorologue spécialisé en biométéorologie, auteur et conférencier. Tu es l'ancien président de l'Association professionnelle des météorologistes du Québec. Ça commence à causer un peu, quand même. Et tu collabores dans divers médias, notamment TVA et LCN. Pour recontextualiser pour mes amis français, à l'échelle du Québec, TVA et LCN, c'est comme TF1 et LCI. Voilà. C'est bon, j'ai pas dit de bêtises jusqu'ici? Du tout. Alors, Gilles, moi j'aimerais vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que la météo ici est à ce point particulière. Il y a mille et une raisons. La première raison, elle est géographique. Le Québec se retrouve dans une position stratégique en Amérique du Nord. Le Québec est au carrefour de la circulation des principales masses d'air sur le continent américain et on est donc témoin ici au Québec
de tous les phénomènes météorologiques du dictionnaire de la météo. Uniquement peut-être les tempêtes de sable qu'on voit pas encore au Québec, mais ça va venir. J'ai hâte. C'est comme ça parce que la Terre tourne d'ouest en est. Alors, au Québec, qui se trouve à l'extrémité du continent de l'Est, dans l'Est, donc la circulation de l'atmosphère, des nuages, des systèmes météo entraîne nécessairement tout ce qui est à l'ouest du Québec vers les maritimes, vers le Québec. On a donc des restants d'ouragans pendant l'été qui longent la côte est américaine. L'hiver, on aura des dépressions du Colorado qui vont se gorger d'humidité sur les grands lacs et donner beaucoup de neige au Québec, ou bien des dépressions côtières ou même des blizzards, comme c'est le cas aujourd'hui au Québec, là, dans l'est de la province. Donc, vous avez des conditions de température tropicale aussi, des 36-37 degrés, comme on voit à Paris et dans certaines grandes villes d'Europe depuis quelques années. Les Québec n'échappent pas au changement climatique et au réchauffement du climat avec tous les extrêmes que ça apporte. C'est vraiment ça. Moi, j'ai l'image que j'utilise souvent pour décrire la météo telle que je la constate ici, c'est comme ma vision de la météo pour moi, je me fais toujours référence à la France, grosso modo. J'ai le nord où il fait frais, voire froid, et j'ai le sud où il fait chaud. Et ici, j'ai un peu l'impression que selon les saisons, on intervertit les pôles. Évidemment, l'hiver est froid, et en l'occurrence, franchement très très froid. Hein. Aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, quand on enregistre cette émission, ce matin, j'avais un petit -16 qui était affiché sur mon thermomètre et un -29 en température ressentie. Donc, autant vous dire que ça pique un peu. Voilà. Donc, l'hiver est très froid, mais l'hiver est effroyablement chaud aussi. Donc, c'est comme si, tout d'un coup, je me retrouvais, ce que je disais dans l'intro, dans la Côte d'Azur. Ah oui, on sait comment la Côte d'Azur a un climat différent du nord de la France ou des régions de la Bretagne ou des régions vraiment nordiques. Imaginez le Québec qui est 3 fois le territoire de la France. Vous avez donc 3 fois ou même 10 fois plus de différence. Déjà, si vous êtes dans la région de Québec, vous êtes dans la région du fleuve Saint-Laurent. Et vous quittez le fleuve, vous allez connaître un autre type de météo. Et dans le sud-ouest du Québec, Montréal et le lac Champlain, vous arrivez dans un climat typique de la Nouvelle-Angleterre. Et sans compter le Grand Nord, il n'y a pas de chaîne de montagne aussi au nord de Montréal pour stopper l'air froid, l'air de l'Arctique, alors que dans l'ouest du Canada, vous avez 2 chaînes de montagnes, les Rocheuses, qui vont vraiment efficacement bloquer là toute invasion d'air du Nord. Alors, comme résultat, vous avez des fleurs à Vancouver, en Victoria, qui sont à la même latitude que Montréal, alors que Montréal, on va crouler sur un froid glacial. Donc, géographiquement, c'est la première raison pourquoi Montréal et le sud du Québec connaît toutes les conditions météo et les conditions extrêmes. Il n'y a vraiment pas beaucoup de peuples sur Terre qui peuvent connaître des variations de température de 30 degrés en 24 heures, des variations de pression aussi, des variations de température et d'humidité. Écoutez, je cherche depuis 40 ans, j'ai vraiment pas trouvé de peuple équivalent. Parce que, vous parlez de la France, des pays scandinaves, aussi l'Europe. Vous avez un régulateur du climat qui s'appelle le jet stream, en fait. Le courant aussi de l'océan, le Gulf Stream aussi. Donc, c'est des courants aériens maritimes qui apportent de l'air chaud continuellement à des latitudes très supérieures à ce qu'on a ici à Montréal. Donc, c'est vraiment particulier, unique au Québec. Le Québec et la Sibérie ont beaucoup en commun. Oui, sauf qu'en Sibérie, il fait pas aussi chaud l'été. Il y a des températures extrêmement chaudes. Ah oui, en été, vous avez eu des températures parfois qui dépassent 30-35 degrés. C'est désertique. C'est des températures continentales, donc très froid en hiver, mais aussi très chaud en été. L'exemple de ça, c'est au Québec. L'endroit au Québec où les températures les plus froides jamais relevées là ont été observées, c'est en Abitibi, moins 45. Et l'endroit où on a relevé les températures les plus chaudes, c'est en Abitibi aussi, autour de de plus 39-40. Alors, c'est donc la géographie, la topographie aussi peut vous donner une météo très différente. Si vous avez des montagnes comme dans le sud, l'est de la France, alors là, vous êtes dans un climat alpin. Et c'est pas du tout le même type de
de conditions d'atmosphère. Ouais, c'est vrai. Tu disais les différences de température de 30 degrés. Bah là, par exemple, en 24 heures, on s'est pris une différence de température de 20 degrés. Et je ne parle que de la température enregistrée, hein, parce que la température ressentie, là, ça nous emmène beaucoup plus loin, parce que en plus, on a du vent aujourd'hui. Euh, le Québec, c'est vraiment unique hein, pour ça. C'est unique. Et unique au niveau du changement climatique, tu disais que par contre, là, c'est pas unique. On est quand même touché aussi par le changement climatique. Moi, je pensais un peu bêtement, je pense que on va dire les pays les plus tempérés étaient les premiers les premiers touchés. Je pensais que le Québec serait peut-être un peu en retard par rapport à la France, par exemple, ou d'autres pays sur le changement climatique. Mais non, hein, je me gourre. Et définitivement dans les pays nordiques où les impacts du réchauffement climatique sont vraiment les plus marquants. Et actuellement, pour Paris ou pour Montréal ou New York, on parle de 1-2 degrés là, sur à peu près 30 ans de réchauffement. C'est comme prendre votre maison et l'amener 60 kilomètres plus au sud. Mais pour les régions nordiques, on parle d'un hiver de réchauffement de 5 à 10 degrés. Donc là, vous avez des variations énormes qui touchent les régions dans les communautés nordiques du Québec. C'est les pistes d'aéroport qui commencent à encaisser le coup là parce que le pergélisol est supposément gelé en permanence. C'est plus le cas. Autant en Europe qu'au Canada, on voit de plus en plus la chaleur gagner un sol qui était gelé depuis des millénaires. Et ça se poursuit. Le réchauffement gagne une vitesse plus rapide là, dans les régions nordiques que les régions du sud. Et c'est ça qui est le gros problème pour les changements climatiques. Vous savez, pour les chercheurs et pour l'organisme de l'ONU, pour les climatologues, c'est qu'on veut, l'opinion publique est convaincue qu'il y a un réchauffement. Il y en a un, mais on parle toujours à l'échelle globale. Alors que l'atmosphère, la météo globale, ça n'existe pas. C'est dans la tête des... le Québec en est la preuve. C'est ça, là, on est en laboratoire. En réalité, la météo, la Terre est conçue et est une mosaïque de centaines de climats locaux, régionaux, qui sont tous interreliés. Mais certains se refroidissent, certains se réchauffent. Dans l'ensemble, tous les climats se réchauffent sur Terre, mais surtout dans l'Arctique, les régions plus au nord encaissent beaucoup. On le voit au Québec dans la faune, la flore et les activités sportives. C'est impossible maintenant au Québec de maintenir une patinoire extérieure en hiver, alors que c'était possible de le faire il y a 10 ans, 20 ans. Vous avez une patinoire sur le Mont-Royal qui s'appelle le lac des Castors, qui est une patinoire qui existe depuis 70 ans. Ben, en fait, elle est fermée maintenant depuis 2 ans parce que le nombre de jours à Montréal pour exercer des sports de patinage, ben, c'est réduit maintenant à moins de 30 jours par saison d'hiver. Alors, la Ville de Montréal a décidé de fermer le lac. L'hôtel de glace à Québec aussi a été transporté plus au nord il y a quelques années. L'hôtel de glace, là. Donc, vous avez des signes comme ça qui ne trompent pas. Vous avez eu le marathon de Montréal qui était annulé en 2017. Il faisait trop chaud. Pardon, c'est en 2018, mais en la fin septembre, c'est anormal d'avoir des vagues de chaleur à Montréal. C'est la première fois que le marathon était annulé en 30 ans. Annulé, hein. Ouais, c'est absolument dingue. Et cette météo, bah forcément, elle impacte. On le voit avec ces exemples-là. Elle impacte la vie et la société québécoise de tous les jours. Moi, je le vois ici depuis que je suis arrivé. De toute façon, la première chose qu'on m'a dit, c'est Jean-Michel, l'hiver s'en vient. Va falloir t'équiper, mon gars. Voilà. Il te faut une pelle, il te faut des vêtements. Voilà, t'as du sel. On sent quand même que la météo conditionne énormément de la vie de tous les jours des Québécois. Et ce que j'ai appris, moi, en lisant le livre et le site internet, dont je parlerai à la fin, mais qui est Baromètre humain, qui est ton livre et ton site sur lequel on retrouve énormément d'informations, c'est que par exemple, alors je me suis dit que tous les Québécois devaient forcément être nés en été, puisque les gens optimistes, c'est la météo qui le dit, les gens optimistes naissent en été. Oui, certaines études comportementales ont démontré que le mois de votre naissance va influencer votre caractère plus tard. On parle pas d'astrologie, on parle des conditions de la qualité de l'air, la poussière que vous avez respirée quand vous étiez petit,
Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de spécialistes de la génétique, des médecins, disent qu'il y a trois choses qui comptent dans votre vie qui peuvent expliquer votre longévité, votre santé, votre bonne condition. C'est finalement vos routines de vie, votre génétique et la première année de votre existence. Dans quel type de conditions climatiques vous avez vécu ça. Et donc, les premiers mois, les premières semaines sont déterminantes. D'ailleurs, certaines études en psychologie ont montré que les gens qui sont nés en été seraient plus optimistes que les gens nés en hiver. Et les tests se répètent souvent, puis on arrive au même résultat. Vous allez demander dans une soirée à des gens chez vous si vos invités se sentent privilégiés dans leur vie de tous les jours. Une question banale comme ça. Et vous faites le calcul, demandez ensuite les dates de naissance des gens, vous allez vous rendre compte qu'une grande proportion, plus grande proportion même de gens que la moyenne, que la normale, vous avez donc un écart significatif là, qui va vous indiquer que les personnes nées en hiver sont plus négatives, semblent plus, je dirais pas négatives, ont peut-être un point de vue plus conservateur sur la vie que les gens nés en été. Les différences de tempérament, on les observe beaucoup chez les gens nés en été, les différences de caractère, alors que des gens nés en novembre, décembre, janvier ont peut-être une tendance plus stable. Il y a un autre effet qui joue aussi, c'est le rôle que vous avez dans le groupe. Parce qu'on sait que dans les groupes scolaires, les enfants qui sont nés près du mois de septembre sont les meilleurs à l'école. Parce que le groupe est formé à partir du 1er septembre. Les enfants ont la même date de naissance. Ils sont regroupés par naissance. Alors que pour vous et moi, c'est généralement de janvier à décembre, là, l'année civile. On va noter que les gens nés en certains mois vont être plus touchés par certaines maladies que d'autres. Pour les autistes, les schizophrènes, la sclérose en plaques, et tout ça est relié finalement aux premières semaines de votre vie et votre contact avec l'air que vous avez respiré, des acariens dans la maison, y avait-il de la poussière, est-ce que c'était sec? Au Québec, l'hiver est caractérisé par de l'air affreusement sec. Aujourd'hui, ça change avec la climatisation où on peut alimenter en vapeur d'eau sa maison, mais c'est pas toutes les maisons qui sont climatisées comme ça. Et les virus, beaucoup de maladies se propagent définitivement beaucoup plus dans l'air très sec et très humide. Alors, c'est pour ça qu'on qualifie l'hiver au Québec de tueur en série. Vous avez plus de chances de mourir parce que c'est vrai, vous avez plus de chances de mourir en hiver que dans n'importe quelle autre saison au Québec. L'hiver favorise les virus. Rappelons à tout le monde que nous sommes en 2021, nous sommes encore en plein Covid. Ouais. Joie, bonheur et allégresse. C'est absolument hallucinant. Comment tu dirais que au-delà de ces facteurs-là, comment la météo impacte directement la culture et la société québécoise au quotidien? Ben, parce que il y a une centaine d'années, tous les Québécois vivaient à l'extérieur. Tous les Québécois étaient cultivateurs, agriculteurs, bûcherons. Ils étaient en contact avec la nature. Alors, ils ont développé des réflexes comme dans la nature. On voit des animaux là qui vont parfois être la base de dictons météorologiques par leur comportement. Les abeilles, les écureuils, leur nourriture qui vont accumuler plus haut sur l'arbre va être un signe peut-être de neige. Alors, les Québécois ont été vraiment en contact depuis la Nouvelle-France avec les conditions météorologiques. Et il faut comprendre aussi que nos routes au Québec, pendant des centaines d'années, c'était les rivières. C'était ça, les autoroutes. Alors, les conditions de glace, de l'eau, de vent, tout ça était déterminant pour la vie économique des colons et des Québécois. Et vous savez, la première fois que on a passé un hiver au Québec, c'était en 1608, quand Maisonneuve a décidé de passer l'hiver avec 35 compagnons au pied du Cap Diamant dans la région de Québec. C'était en 1608. Et pendant l'hiver, qui était extrêmement rigoureux, au printemps, il restait 8 personnes.
Et ça, c'était des grands gaillards, là, c'était des hommes bien bâtis. Mais pendant l'hiver, le vin avait gelé, les réserves avaient été corrompues. Et si ça n'avait pas été de l'aide des Autochtones, aucun survivant là, à la colonie française aurait survécu dans l'équipage de Maisonneuve. Donc, ça marque, c'est plus que des conditions difficiles au Québec. C'est vraiment un ennemi mortel, l'hiver. Il n'est pas étonnant que la relation qu'on a avec l'hiver au Québec, c'est une relation unique et basée sur la prévoyance. Et d'ailleurs, oui. Ouais, sur la prévoyance et sur l'affrontement. C'est-à-dire que moi, la chose qui m'a surpris, les rares épisodes hivernaux que j'ai pu connaître ces dernières années en France, franchement, on les subit. Voilà, on les subit, on sait que ça dure pas longtemps, mais tout d'un coup, on peut plus marcher nulle part, les trottoirs sont glacés, tout le monde se mure pendant 2 jours pendant chez lui, ça râle parce que c'est pas déneigé, et puis de toute façon, on est français, donc on râle, hein, c'est normal. Mais voilà, on le subit à fond. Ici, non, on subit pas les trucs. Effectivement, on les prévoit, et quand ça arrive, eh ben, on l'affronte l'hiver, on le prend à bras le corps, voire on en profite. Je pense qu'en termes de mentalité, ça forge un mental qui est très différent, qui est beaucoup plus volontariste, je trouve, que celui que moi j'ai pu connaître, parce que c'est ok, c'est dur, ok, il va y avoir des morts, j'exagère un peu, mais ça a été ça, hein. C'est pas grave les mecs, on y va, on l'affronte, on s'organise et on y va. Parce que de toute façon, on sait qu'on va pas avoir le choix. C'est vrai qu'ici, l'hiver, ça peut durer jusqu'à 6 mois quand même. Donc, on peut bougonner dans son un coin à la française, mais pendant 6 mois, c'est long, quoi. C'est un très bon point, Jean-Michel, parce qu'effectivement, on retrouve un fossé de génération avec les réactions des gens face à la météo. Puis, à chaque génération, c'est un nouveau combat. Beaucoup d'immigration se fait au Québec. 70% de l'immigration s'installe à Montréal. Donc, c'est des gens qui arrivent puis ils n'ont pas vraiment de véhicule non plus ou de moyens au début, dans les premières années. Ils sont donc beaucoup en contact avec les conditions extérieures et il y a des problèmes d'adaptation vraiment énormes. Ce qui fait rire, par contre, les Québécois beaucoup, c'est de voir les Français essayer de se débrouiller quand il y a des images à la télé sur des accumulations de neige de 5 centimètres sur Paris. Mais c'est vrai! Et ici, ça nous remplit de joie, de plaisir, parce qu'on se dit qu'on se console, on se réconforte un peu. Mais par contre, on voit beaucoup de jeunes qui vont passer l'hiver avec des souliers de course dans les pieds en milieu Montréal. On s'habille plus, on va dehors, parce que de moins en moins, on va à l'extérieur. Vous savez, c'est une tendance mondiale. Avec les jeux vidéo, maintenant, les jeunes passent du temps à l'intérieur. Et de plus en plus, ici au Québec, on regarde beaucoup de télévision, 22 heures en moyenne par semaine, par personne. C'est pour ça qu'on aime tellement cuisiner au Québec. L'amour de la bouffe et de la cuisine est dû à la météo, à l'hiver interminable. Mais beaucoup de jeunes, moi c'est ça je remarque dans les communautés culturelles, ou même dans les jeunes Québécois, on décide de prendre des souliers de course et d'affronter l'hiver. Mais ces gens-là font pas l'expérience souvent parce que les engelures au Québec, au Canada, comme aujourd'hui, il y a énormément de victimes au Québec. Puis c'est la première blessure selon Santé Canada. On parle de centaines de milliers de Canadiens, là, les oreilles, le nez, même le pénis. Dans certaines communautés autochtones, on retrouve beaucoup de blessures, d'engelures à ces membres-là, causées par le froid. Et le froid, là, vous avez eu moins 52 degrés comme température ressentie au Québec il y a moins d'une semaine, moins 40 aujourd'hui. Donc, c'est des conditions, vous devez faire quelque chose parce que là, votre peau va geler en moins de 60 secondes à l'extérieur. On parle donc pas d'une petite brise ou simplement un petit rafraîchissement de l'air. C'est ça. On n'a pas juste froid. Là, ça dépasse tout ça. Ça devient vital. Vital. Et heureusement, le Québec a été bâti par des paroisses catholiques. Hein? Nos municipalités ont été bâties le long du fleuve Saint-Laurent, à moins de 2-3 kilomètres. C'est vraiment, comme Maisonneuve l'appelait, le majestueux. Le Québec, le mot le Québec, là, tu sais ce que ça veut dire?
Ça veut dire Non, là où le fleuve s'agrandit. C'est le mot, le Québec. c'est beau. Québec, c'est une langue, c'est en huron, je crois, ou en algonquin, mais ça traduit la géographie du fleuve qui se rétrécit là jusqu'aux îles de Montréal. Euh, et disons, je veux pas trop. Ah non, mais t'inquiète pas, c'est bien aussi d'en apprendre un petit peu sur l'histoire et la géographie. On voit bien de toute façon que le Québec s'est construit aussi au fil de l'histoire. L'histoire qui était elle-même fortement conditionnée effectivement par cet impact de la météo dans le quotidien de ceux qui ont été les premières C'est ça. populations autochtones, comme on utilise beaucoup le terme aujourd'hui, et puis notre génération de maintenant. Et ce qui a aidé les colons à passer à travers l'hiver, c'était l'esprit paroissial des catholiques au Québec. Alors que, disons que dans le Canada anglais, c'était plutôt anglo-saxon comme immigration. Nos villages ici, québécois, on a eu une espèce d'héritage commun l'hiver. On s'entraidait. L'esprit paroissial faisait que les vivres, le bois pour se chauffer, on se l'échangeait. Et il y avait même très couramment à cette époque-là, encore aujourd'hui dans les vieilles maisons du Québec, il y a ce qu'on appelle un banc de quêteux. Un banc de quêteux, toutes les maisonnées avaient ça au Québec parce que c'était destiné à accueillir dans le vestibule, dans l'entrée, des personnes qui venaient chercher de l'aide ou qui voulaient se réfugier en hiver parce qu'il faisait trop froid. Le quêteux du village, c'était l'itinérant du temps, là, le style sans fixe, là. Mais c'est avec ça, avec l'entraide que les Québécois ont pu passer à travers. Je parle d'entraide parce que on se rend compte depuis 10 ans que les tornades, les ouragans, les phénomènes extrêmes, quand ils ravagent des régions, comme Katrina en Nouvelle-Orléans, en 2005, eh bien, le facteur qui fait que la population va se rétablir, c'est l'entraide, la compassion des concitoyens. Parce que les gens traversent une épreuve énorme, là, puis ont besoin d'aide à tous les niveaux. Donc en fait, tu es en train de me dire que ce qui séduit tant les Français quand ils découvrent le Québec la première fois, c'est justement cette entraide, cette bienveillance, terme très galvaudé en France, mais qui prend tout son sens, je trouve ici. Cette entraide, en fait, elle est très conditionnée. Elle est là grâce à cette météo un petit peu rugueuse de temps à autre. J'irais même plus loin. En fait, dans mon livre Les baromètres humains, j'ai étudié plusieurs dizaines d'années de phénomènes, la relation entre la météo et le climat. Et les attitudes, les comportements, la façon de danser des humains est différente. Les humains les Européens du Nord, les Allemands, par exemple, les Canadiens, on danse d'un tronc, on garde la hanche, là, on les bouge pas. Alors, il faut aller dans le sud pour trouver les meilleurs danseurs au Brésil. Il y a des relations entre le climat et votre stature physique, écoutez, la largeur des épaules est corrélée avec les températures. Les personnes les plus grandes sur Terre, on les retrouve dans le désert, en fait, dans le plateau du Sahara, près de l'équateur. Et parce que la physionomie change, est affectée par la météo, alors que les personnes les plus trapues, les plus petites, les Laponais ou les Inuits, on les retrouve dans le nord, dans les pays près du pôle Nord. Ça, parce qu'il y a un principe de zoologie qui explique que la masse d'un animal, d'un individu, dépend de la température ambiante. Donc, tout est relié à la météo. Même aux États-Unis, Thomas Jefferson, un ancien président des États-Unis, était tellement convaincu que la météo changeait le caractère des Américains qu'il disait qu'on pouvait se fier à la température pour savoir quand est-ce qu'on passait de la Géorgie à la Caroline du Nord ou des régions du Nord. Pourquoi? Si vous regardez les supporters de Trump, si vous regardez la peine de mort, si vous regardez tous les enjeux socio-économiques, vous allez voir un clivage entre le Nord et le Sud. Écoutez, les pays du Nord ont toujours gagné leur guerre contre le Sud. Les Romains en parlaient dans le temps d'Aristote. On mentionnait que les pays barbares du Nord étaient animés par plus d'hostilité, là, d'agressivité, alors que quand on se rapprochait des latitudes du sud de Méditerranée, on était plus civilisé. Et ça date de 2000 ans, ces observations-là, puis ça a encore beaucoup de valeur. En tout cas, selon moi, moi je m'y fie beaucoup. L'entraide qu'on parlait tantôt,
On la voit bien plus dans les pays latins, les pays du Sud frappés par des intempéries que dans les pays du Nord. On n'est pas habitué dans les pays du Nord. Et les températures rugueuses attisent notre agressivité beaucoup. La rage au volant, des cas ici au Québec, des plus graves, des plus mortels, qui se sont terminés par un homicide, 80% du temps, c'est toujours en hiver qu'on retrouve ça. Donc, on sait que la chaleur nous rend intolérants. Elle va réduire votre seuil de gestion votre seuil d'acceptabilité, si on veut, des insultes. Et elle peut vous propulser à beaucoup de colère. D'ailleurs, les émeutes dans le monde, des révolutions dans l'histoire, ça s'est toujours passé en été ou dans les mois où il faisait très chaud. La prise de la Bastille, un exemple. Ben oui, forcément. Il y a eu le printemps érable au Québec, ou arabe aussi. Et les émeutes raciales aux États-Unis se sont passées aussi en été, dans des villes où il faisait 27 degrés. Il y a un aspect très marqué. Mais aujourd'hui, on vit à l'intérieur. On a donc tendance à se dire que les paramètres qui sortent de notre contrôle n'ont pas d'importance. On fait une grave erreur à ce moment-là parce que on se dit qu'on fait pas partie de la nature, alors qu'on en fait partie. On essaie d'adopter l'attitude du scientifique qui met l'humanité dans un microscope pour l'observer, alors qu'on en fait partie. On est tous des poissons au fond d'un océan d'air, là. Et quand l'océan dans le microscope. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Et même les autochtones disaient bien que ce qui arrive à la Terre arrive aux fils de la Terre. Les gens qui vivent près de la nature ont cette attitude-là aussi. Ouais, d'ailleurs, Gaïa, c'est un concept où on voit la Terre comme étant un organisme vivant parce qu'on en fait partie. Alors, c'est pas une contradiction, mais il y a quelque chose d'étonnant dans ce que tu dis, qui fait écho à un livre dont on parlera dans l'émission dans quelques temps, qui s'appelle Code Québec, dont la nouvelle édition vient de sortir et qui aussi montre que la nouvelle génération est en train de perdre divers traits identitaires qui sont propres au Québec parce qu'elle se mondialise et on va dire que les comportements s'uniformisent. Et toi, tu nous dis qu'effectivement, cette nouvelle génération, parce qu'elle vit plus à l'intérieur, on va dire, est peut-être moins résiliente, je sais pas si c'est le mot, en tout cas affronte moins facilement l'hiver. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire, accompagne moins bien le réchauffement climatique. Or, pourtant, ce sont cette même génération qu'on voit et qu'on a vu dans une grande manifestation à Montréal il y a quelques mois, qui veut s'engager pour le climat. Donc, d'un côté, ils en seraient acteurs, et de l'autre côté, ils en seraient simples spectateurs derrière leur écran. Ouais, c'est une bonne observation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une réaction des gens aux libertés civiles. Aussitôt qu'on parle d'alerte météorologique, c'est un phénomène qu'on voit partout. Les gens n'écoutent plus les bulletins, les alertes météorologiques. Ils se mettent en situation de danger. Aux États-Unis, où j'ai travaillé dans les services météo américains pendant quelques mois, j'ai été témoin de situations où les services, les porte-paroles américains du service météo national devaient pratiquement menacer les gens là que s'ils évacuaient pas, ils allaient mourir. Puis ça s'est produit pendant l'ouragan Ike qui a frappé le Texas en 2008. J'étais à ce moment-là au centre de prévision américain et c'est le message qu'ils envoyaient aux gens là, vous allez évacuer, vous allez mourir. Ça se revient à ça, simplement. Parce que les gens réagissent plus aux alertes météo. L'exemple ici au Québec, c'est en 2017. Vous avez eu un blizzard qui a touché le sud du Québec le 15 mars 2017. Les conditions étaient zéro visibilité, la neige très forte, intense, dans une région grande comme la Suisse, là. C'était énorme. Il y a eu 300 automobilistes à ce moment-là qui ont passé la nuit dans leur voiture sur une autoroute parce que l'autoroute était enneigée, on n'avait pas pu la dégager. Ces gens-là ont pris la route alors qu'il y avait des avertissements météorologiques, des alertes qui disaient « Restez chez vous ». La police recommandait de rester à domicile. Mais les gens se sont mis en danger pour aller acheter des cigarettes, pour aller au dépanneur, pour n'importe quelle raison. Parce qu'il y a un réflexe qui joue. En fait, moi je l'explique surtout psychologiquement, on vit à l'intérieur de plus en plus. On perd le contact avec les intempéries. On sous-estime la force de la nature.
jusqu'à temps que vous soyez frappé par la foudre quand vous jouez au golf ou que vous allez vous retrouver au cœur d'un ouragan parce que vous êtes aux États-Unis, vous avez décidé de partir à Cuba en plein mois de septembre. Mm. Donc, une réalité. Les gens, on le voit, les jeunes sont peu sujets à respecter ces consignes-là. Donc, c'est pas étonnant de retrouver dans la culture des gens qui vont épouser la cause climatique globale, un pays, un monde, une planète, mais touchez pas à mes libertés. D'ailleurs, Anatole France est un philosophe français, un écrivain qui a déjà dit une fois, j'adore ce qu'il a dit, il disait les Français sont prêts à mourir pour leur drapeau, mais pas question d'attraper un rhume. Alors, vous allez avoir des militants dehors. Je sais pas, celle-là, elle est bien. Donc, vous pouvez militer, vous pouvez monopoliser les gens là vers une cause, mais pas question de les envoyer dehors ou des intempéries. Ils vont supporter tout, sauf le fait d'avoir froid ou d'avoir trop chaud, ou donc d'être en réaction avec la nature, la météo. Il y a un point en complément à ce que tu disais, c'est ma lecture, sur le fait que même dans le cadre d'une alerte, et franchement ici, quand il y a une alerte météo, on peut pas dire qu'on n'est pas prévenu. Enfin, les bulletins météo, c'est quand même le point d'orgue de tout segment d'information. On les a absolument partout, donc on sait quel temps il fera demain de manière très précise, en ressenti et tout. Et ça évolue, on est très bien informé. Donc c'est très étonnant effectivement que des gens qui savent qu'il va y avoir un événement climatique terrible se disent non mais c'est pas grave, je prends la voiture quand même, je vais chercher mon paquet de clopes parce que quand même j'ai quand même droit de fumer mon paquet de clopes. Ça peut sembler complètement dingue. Et moi j'y vois, moi qui ai beaucoup travaillé dans les médias et dans la communication, peut-être un effet de l'hyper-médiatisation. Ouais. Je m'explique. Aujourd'hui, plus que nos parents et encore plus nos grands-parents, on a tous cette capacité à contempler ce qui se passe dans le monde. On contemple, on voit tout, mais on sait tout, on est noyé par les informations, c'est un autre sujet, le traitement, mais on est dans une position contemplative qui peut très vite nous faire penser, oui, mais les autres, oui, mais moi non. C'est-à-dire que je vois ce qui se passe ailleurs, mais moi, ça m'arrivera jamais. Et oui, regarde le COVID actuellement, c'est un exemple tellement tangible. Les gens se disent, moi, je suis pas concerné, mais alors que tu l'as très bien dit tout à l'heure, rappelons que le virus circule plus facilement quand il fait froid, voire très froid, et qu'on est au Québec et qu'il fait très froid. D'ailleurs, le Québec, là-dessus, est, je crois, la province qui a les plus mauvais résultats au Canada sur le Covid. J'imagine que tu y vois un impact direct de l'effet météo. Disons que pas tout à fait. Le Québec se caractérise par plus de gens qui vivent dans des logements collectifs. À partir de 70 ans, il y a comme un réflexe aussi culturel de plus en plus où les familles sont désunies et maintenant les parents, les grands-parents, on cherche à les envoyer vivre dans des communautés de personnes âgées, des résidences de personnes âgées. Ouais, ce qu'on appelle ici les RPA, voire dans les cas les plus graves, les CHSLD, où là, ça s'apparente. Alors les RPA, c'est résidence pour personnes âgées, donc il y a encore de l'activité et tout. Les CHSLD, pour les Français qui nous écoutent, c'est grosso modo les EHPAD, ce qu'on appelle les EHPAD en France. Ouais, les EHPAD. Voilà. Ouais. Donc, c'est le facteur que je jouais beaucoup au Québec au début, pendant la première vague, parce que là, la deuxième vague, le nombre de décès se compare pas mal à ce qui est observé ailleurs dans la communauté. Donc, c'est des aspects surtout structurels, ça, qui ont joué, culturels aussi. On sait que les communautés italiennes, mettons, intègrent beaucoup plus leurs grands-parents dans leur communauté de leur quotidien, alors qu'ici, en Amérique du Nord, ils ont tendance à se regrouper en Floride ou dans des communautés de fermées un petit peu. C'est peut-être un réflexe américain, ça, je dirais. D'accord, ok. Plus que la météo, ce serait plus lié à ce, ouais. À ce comportement-là. Oui. J'ai quelques toutes dernières questions. Parce que j'ai vu ça dans le bouquin et franchement, ça m'intéresse forcément. C'est quoi les conditions météo idéales pour séduire? Ouais. On sait que certaines conditions météo vont favoriser une gestion du risque qui va être plus faible.
On a étudié les comportements des consommateurs dans des commerces, des magasins. Est-ce qu'ils vont acheter plus quand il pleut? Est-ce qu'on va consommer plus quand il fait mauvais? Plus en hiver? Une décapotable, on n'achète pas ça en plein hiver, on achète ça dans certains mois de l'année. C'est la même chose avec les couleurs vives des autos. On va choisir certaines couleurs en fonction des saisons. Il y a ce qu'on appelle l'économie comportementale de plus en plus qui est étudiée et qui démontre que l'acheteur, le client, le consommateur typique va être fortement influencé par la météo. Et du coup, eh bien, le séducteur ou la personne qui veut une augmentation de son patron a tout intérêt à faire sa demande dans les meilleures conditions où le seuil de gestion du risque des gens va être très bas. On se rend compte que quand le temps est ensoleillé, quand les vents sont faibles, la pression est à la hausse, belles conditions, pas d'humidité, là, un beau matin radieux, bien, les tendances des gens sont plus optimistes. On a tendance à être plus positif aussi. On va prendre des décisions plus risquées ces jours-là. En termes de consommation, en termes de choix, en termes même électoral. Il y a un effet sur l'électeur qui a déjà été mesuré. Alors, on a même mesuré en France, un professeur de psychologie comportementale a repris l'expérience, a demandé à des expérimentateurs d'approcher des jeunes femmes dans la rue pour leur demander leur numéro de téléphone pour échanger leurs coordonnées. Et l'expérience a démontré que les conditions ensoleillées, des belles conditions météo favorisent un échange, on dirait, plus intime. Ah, juste un instant. Non mais c'est pas grave. Excellente sonnerie de téléphone, j'adore Jump. C'est franchement absolument passionnant. Si comme moi vous avez envie d'en savoir plus, parce que au-delà de l'influence de la météo sur les Québécois, alors j'y reviens parce que c'était le thème et parce que c'est majeur ici, parce que compte tenu de tout ce que nous a expliqué Gilles au début de l'émission sur les conditions tellement particulières qui règnent au Québec, c'est sûr que les comportements s'en trouvent changés, mais ça va beaucoup plus loin. Dernière anecdote, j'ai vu sur le site internet Baromètre Humain que le jour, je crois, de l'élection américaine, tu as mis un papier pour expliquer que les conditions météo étaient favorables à Joe Biden. Ouais. Bien vu. Alors voilà, si vous voulez voir plus d'informations comme ça sur comment la météo, et c'est absolument passionnant, s'imbrique totalement dans nos vies et influe sur nos choix et sur notre manière d'être. Je vous conseille, alors tout d'abord le livre, le livre de Gilles, qui s'appelle Les baromètres humains. Voilà, vous trouverez toutes les coordonnées sur le site pour pouvoir vous le procurer tant en France qu'au Québec. Et tu fais vivre aussi un site internet, me semble-t-il. Oui, site internet où il y a certains extraits du livre. Et j'espère pouvoir mettre des indices météorologiques dans les prochains mois, c'est-à-dire calculer votre indice de sommeil prévu, votre indice de bonne humeur dans les prochains jours. Parce que ça aussi, c'était relié à la météo. Même, écoutez, il y a certains sites américains présentement qui prévoient des prévisions d'accouchement. Il y a certaines conditions météo qui peuvent favoriser là chez les femmes enceintes à cause du jeu de pression barométrique, une possibilité plus grande d'accouchement ce jour-là plutôt qu'un autre. Les prévisions de migraines aussi, les prévisions de pollen, on voit depuis quelques années là, les prévisions biométéorologiques prendre beaucoup d'expansion et avec une population vieillissante et des gens plus vulnérables à la météo. Vous savez, grand-maman qui est capable de prévoir la météo avec son arthrite, c'est pas une croyance. Il y a des fondements scientifiques derrière ça. Et on peut les utiliser aussi comme indice là pour prévoir. La météo, on peut pas la changer, mais on peut la prévoir. C'est déjà pas mal. Et c'est un sacré boulot quand même. C'est quand même un sacré boulot. Et c'est un gars qui a fait l'atelier météo quand il était au collège, Collège de France. Donc entre 10 et 14 ans qu'il te le dit. Et déjà, j'y comprenais pas grand-chose, mais c'est absolument passionnant. Je répète, le bouquin. Si, dans le site internet, j'attends impatiemment un prochain article pour m'expliquer à quel moment opportun je dois publier mes podcasts pour favoriser l'audience. Je compte sur toi, Gilles. Ok. Je te remercie beaucoup. C'était un véritable plaisir. On te retrouve sur ton site internet. On te retrouve sur ton bouquin. Tous les liens. J'espère qu'on se reparlera un de ces quatre parce que le sujet me semble
tellement vaste. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Gilles. Merci, à au revoir. très bientôt. Au revoir. Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.